Bonjour à tous, merci de rester fidèles à votre émission hebdomadaire Week Echo. Le Bénin est suspendu pour 2 ans de toute compétition en Afrique de l'Ouest. C'est une décision de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UEFA qui estime que le Bénin s'est retiré du tournoi des U20 l'année dernière. Une décision qui n'est pas sans conséquences sur les U20 et pas ricochée sur le sport roi au Bénin. Quelles sont les probables implications de cette sanction pour le Bénin? On en débat dans un instant. 22 000 entreprises créées en 2018. Ce n'est pas moi qui le dis, rassurez-vous, ce sont les chiffres de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Comment cela a-t-il pu être possible et quelles sont les réformes qui favorisent cette croissance depuis 2016? Le dossier de la semaine va nous édifier sur la question. C'est donc parti pour Week Echo du dernier dimanche du mois de janvier 2019. On démarre par le mini-journal et c'est une présentation de Nadège Sani. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Week Echo. L'activiste Kémy Séba poursuit son combat contre le franc CFA et autres avantages que tire la France, pays colonisateur, sur les ressources en Afrique. À travers une sortie dite tribunal populaire, le numéro 1 de l'ONG Urgence panafricaniste s'est entretenu avec les étudiants et autres curieux sur plusieurs thématiques liées à l'utilisation de cette monnaie. Mathieu Sokenou et notre compagnie. De la France-Afrique, le franc CFA. Ainsi se résume la rencontre entre les membres de l'ONG Urgence panafricaniste et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Selon ces panafricanistes, l'Afrique doit être libérée du joug colonial, notamment sa monnaie, qu'est le franc CFA. Une monnaie frappée par la France depuis 1945 à la suite de la ratification de l'accord de Bretton Woods. Plus de 70 ans après, son utilisation suscite des controverses. Au Bénin, ce combat de voir disparaître le franc CFA est porté par l'activiste Kémy Séba, celui-là même qui se fait appeler panafricaniste. Nous avons eu assez de technocrates, nous avons eu assez de francolâtres. Nous avons eu assez d'occidentalolâtres qui aiment l'Occident plus que l'Occident s'aime lui-même. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui aiment l'Afrique plus que l'Afrique s'aime elle-même et qui sont prêts à se saigner pour que cette dernière puisse être libérée. Il est temps que l'Africain accepte d'être libre, même si pour cela il doit être pauvre, plutôt que d'être riche et d'être un esclave. Plusieurs thématiques ont été abordées, de la question du franc CFA, en passant par les aides publiques au développement et à l'ingérence de la France dans la gouvernance africaine, tout est passé au peigne fin avec le public composé en majorité d'étudiants. Quand nous avons besoin de financer notre éducation, nous sommes obligés de faire recours à la France. Si nous avons besoin de 10 milliards pour investir dans l'éducation, la France peut dire, mais moi je ne vous donne pas 10 milliards, mais je vous donne peut-être 1 milliard. Ou soit moi je ne veux pas investir dans l'éducation, mais je veux investir dans les infrastructures routières. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout ça parce que quoi? Notre argent se trouve dans sa main. On nous enseigne à l'école de Gaulle, celui qui a tué des milliers d'êtres humains. On nous enseigne Hitler. Et partout, on nous parle de Victor Hugo, le poète, l'artiste, celui qui est contre les Noirs. Ce sont ces gens qui nous enseignent comme des modèles. Or, il y a des Tchèques Anta Diab, il y a des Béanzins, il y a tout ce monde. Il faut que nous mettions la France dehors de toute l'Afrique. Je suis français, je suis blanc, mais je suis 100% avec vous et avec l'Afrique, en fait avec Mao, avec la vérité, avec la justice. Et quand on dit qu'il faut chasser la France, qu'il faut chasser tout ça, je suis d'accord. En organisant cette rencontre dite tribunal populaire, l'ONG Urgence panafricaniste, présidée par Kémy Séba, voudrait faire prendre conscience à la jeunesse africaine en général et celle béninoise en particulier. Nous ne pourrons pas dire éternellement la France nous force à accepter ce deal. C'est faux.
La France maintient un système de domination, c'est vrai. Mais si la population africaine, si nos dirigeants africains prenaient ces responsabilités, nous serions capables de sortir du franc CFA. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Mais dès lors que, comme le disait Kakonou Boubko, il y a cette thématique et cette dimension de la servitude volontaire, nous ne pouvons pas être étonnés du système de prédation dans lequel nous vivons. On dit toujours que pour qu'il y ait oppression, il faut qu'il y ait un oppresseur, mais il faut aussi qu'il y ait un opprimé. Ainsi, Kémy Séba et les siens remettent en cause la relation France-Afrique, longtemps entretenue. Au-delà de ce combat, le numéro 1 de l'ONG Urgence panafricaniste a des velléités politiques. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, ROAGELF, a organisé une séance de formation à l'endroit des associations de jeunes à l'Infosec de Cotonou. Objectif, sensibiliser les jeunes à travailler pour la paix et la sécurité, comme contenu dans les résolutions 2250 et 2419 des Nations Unies. Laza Migan, Patrick Adiagbodjo. La résolution 2419 a été adoptée par les Nations Unies le 6 juin 2018. Elle vient compléter la 2250 et exhorte les États à suffisamment protéger les jeunes contre les violences en période de conflits armés, notamment les violences sexuelles et sexistes. En effet, les jeunes constituent plus de 65% de la population active béninoise. Et en organisant cette formation, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, ROAGEF, vise à prendre en compte les besoins des jeunes et leur participation aux efforts de paix dans les situations conflictuelles. Cette couche vulnérable, lorsqu'on n'y prend pas garde, pourrait être une cible facile à manipuler. Les deux résolutions font déjà état de l'engagement des jeunes, hommes et femmes dans le métier de la paix, de ce que, en tant que jeunes, nous pouvons faire déjà participer à tout ce qui concerne le maintien de la paix chez nous, identifier déjà les sources de conflits que nous avons au Bénin afin de pouvoir y trouver des solutions. C'est aussi des engagements qui demandent à nos États de vraiment œuvrer pour que la jeunesse puisse se porter bien dans son pays, se porter bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Parce que sans avenir, les jeunes très facilement peuvent se laisser entraîner par les vagues de radicalisation que le monde connaît actuellement. Travailler à l'enracinement de la paix et la sécurité est une condition sine qua non pour le développement d'une nation. Le gouvernement vient de renouveler l'accord de siège qui lie notre pays à l'ONG Comité Tiers-Monde, une ONG française qui œuvre dans l'humanitaire au Bénin depuis plusieurs années. Enoch Rumpati et Mathieu Sokenou ont suivi pour nous la cérémonie. Voici le reportage. Après s'être battu aux côtés des populations vulnérables pour leur bien-être social, l'ONG Comité Tiers-Monde Isigny 40 ans reçoit une fois encore le feu vert du gouvernement béninois. À travers cette signature, elle peut désormais en toute légalité poursuivre ses œuvres humanitaires sur le territoire national. Nos différentes activités au Bénin nous ont permis d'investir en 3 ans près de 400 millions de francs CFA dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de l'éducation des enfants. Au nom des partenaires de l'ONG Comité Tiers-Monde Isigny 40 ans, de l'équipe béninoise et à mon nom personnel, je réitère notre reconnaissance à l'État béninois pour son accompagnement et son engagement à faciliter notre intervention. Tiers-Monde Isigny 40 ans est une organisation française. Elle est active au Bénin depuis 1998. Elle tire son financement de plusieurs sources. À ce jour, cette ONG a à son actif plusieurs réalisations, ce qui d'ailleurs lui a valu le renouvellement de son accord de siège. Le renouvellement de cet accord de siège vous met donc en situation de pouvoir bénéficier de divers avantages importants en termes d'exonération douanière et fiscale, de manière à faciliter, amplifier et à renforcer vos interventions sur le terrain. L'ONG intervient dans plusieurs domaines de la vie socio-économique. Une manière pour cette organisation non gouvernementale d'accompagner le gouvernement béninois
qui veut accorder une part belle au social en cette année 2019. À l'étranger, Ségolène Royal est à Dakar, au Sénégal. Cette figure emblématique de la politique française est favorable au retour des œuvres d'art spoliées. Elle a invité les autres pays à emboîter le pas à la France. Reportage. À la fois idyllique et exceptionnelle, ces œuvres ont un charme pour Ségolène Royal. Native du Sénégal à Ouakam, cette passionnée des arts africains se réjouit de l'exemple donné par la France sur la restitution des trésors du continent. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à entamer, à être exemplaire sur ce mouvement de restitution pour montrer aussi l'exemple aux autres pays qui détiennent des œuvres d'art africaines, qui doivent revenir en Afrique, chaque fois que des lieux pourront accueillir en toute sécurité et dans les meilleures conditions de conservation ces œuvres exceptionnelles. Et c'est le cas ici. La place accordée à la gente féminine et à leur réalisation dans le musée des civilisations noires a été magnifique. Trop longtemps, dans tous les musées du monde, les femmes sont oubliées. Ici, vous n'avez pas fait cette erreur. Les femmes sont là à la fois dans leur histoire, avec ces grands portraits de femmes combattantes, et elles sont là aussi dans leur expression spécifique. Pour la tutelle, la culture africaine a désormais son ambassadrice en la personne de Ségolène Royal. Je sais que vous saurez très bien parler du musée des civilisations noires parce que vous avez une âme culturelle quelque part. Vous avez placé la culture au cœur de l'émergence et vous n'avez pas tort de le faire. Nous l'avons compris ici au Sénégal. Et nous travaillons dans le sens de faire en sorte que la culture soit non seulement une manière de réaffirmer, de poser notre volonté, et justement de démentir ceux qui, par erreur ou par ignorance, ont toujours considéré que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Non seulement il y a été, mais l'Afrique a fait l'histoire. Dans son agenda, Ségolène Royal va visiter la Maison des cultures urbaines, la Maison d'Ousmane Sow. Elle prévoit également de rencontrer les femmes créatrices et les designers sénégalais. C'est la fin de ce mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Ulvaïus Balogo. Merci à vous Nadège Sani. À votre suite, Enoch Mpati prend place pour la revue de presse économique. Démarrons cette revue économique avec ce rapport de la Banque africaine de développement, BAD, qui annonce un PIB de 6,3% pour le Bénin en 2019. L'information émane du quotidien du service public qui met en manchette Perspective économique 2019 en Afrique. La BAD prévoit un PIB réel de 6,3% pour le Bénin. Selon le journal, ce rapport mentionne que les perspectives du Bénin sont bonnes, mais restent vulnérables aux chocs extérieurs. Il souligne également que la croissance du produit intérieur brut réel serait de 6,8% en 2020. Le même journal nous apprend que ce rapport a pris en compte 3 domaines, les perspectives actuelles et les perspectives macroéconomiques de l'Afrique, l'emploi, la croissance et le dynamisme des entreprises et les mesures d'intégration en faveur de la prospérité économique de l'Afrique. Les économistes et Best Info ont aussi pris connaissance de ce rapport de la BAD et signalent que l'Afrique doit créer 12 millions de nouveaux emplois annuels. Afrique de l'Ouest, le Bénin parmi les pays à forte croissance, titre l'économiste. Pour atteindre cet objectif, plusieurs entreprises ont vu le jour en 2018 au Bénin. Investissement au Bénin, 22 000 entreprises créées en 2018 selon la Nation. Le quotidien nous apprend qu'il s'agit d'une déclaration du directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES lors de ses échanges avec les internautes sur la plateforme AskGouv. Par ailleurs, Laurent Gangbès ajoute que le nombre d'entreprises créées au Bénin croît depuis 2016 de 12 à 15% chaque année. En même temps qu'elles sont créées, les responsables doivent être informés sur les mesures fiscales et douanières. Loi de finances gestion 2019. Toutes les mesures fiscales et douanières contenues dans la loi de finances gestion 2019 ont été passées au peigne fin aux chefs d'entreprise, nous apprend l'économiste. Les détails dans les colonnes du journal. Dans le même registre, Fraternité quant à lui indique que l'ordre des experts comptables agréés du Bénin a aussi organisé la même formation à l'endroit des cadres et dirigeants des entreprises. Allons maintenant à Porto Novo, à l'hémicycle, où la Nation et l'économiste nous informent que le nouveau code pétrolier a été adopté à l'unanimité
par les députés. Ce code vise à encadrer le secteur minier au Bénin. Un détour dans le septentrion où l'économiste nous informe du démarrage imminent des travaux de la route du coton Djougou-Péonkou-Kérou-Banikoara d'un montant de plus de 128 milliards de francs CFA. Cette infrastructure couvre un linéaire de 212 km. Son financement est réparti entre la BAD, l'UEAITF, la BOAD et le Bénin. Restons toujours dans le nord du Bénin, où les populations de Tchaourou décernent un satisfecit au gouvernement talon. L'information est à la une du quotidien La Nouvelle Expression de ce lundi 21 janvier. Réalisation d'adduction d'eau villageoise à Tchaourou. L'eau potable pour tous devient une réalité sous talon. Parlons à présent du foncier au Bénin avec le journal Le Télégramme qui met à sa une délivrance des actes fonciers et formalisation des transactions dans toutes les communes du Bénin. Les nouveaux tarifs à appliquer déjà disponibles. La liste des tarifs, c'est avec le même journal. Le milliard numérique au Bénin, une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur de la communication. Renforcement du tissu économique. Aurélie Adam Soulé dévoile le milliard numérique, placarde à sa une La Nation. Cette annonce a été faite au cours de sa tournée septentrionale sur les avancées, les réalisations et surtout les opportunités en perspective pour le développement des communautés à la base, nous apprend le journal du service public. Pendant ce temps, le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, Jean-Baptiste Elias, annonce que la lutte contre la corruption va s'accentuer en 2019. L'information est du quotidien L'Économiste. Cette lutte est déjà une réalité avec Fraternité qui nous informe que la lutte contre la criminalité phonique en 2018 a permis la saisie d'environ 300 kg d'ivoire. Pour le quotidien de Ménontin, cet exploit des forces de sécurité publique est à saluer. La même information est à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Télégramme. D'une lutte à une autre, Le Télégramme affiche à sa une lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le dispositif bientôt évalué. Terminons cette revue de presse économique avec l'exécution des plans de développement. Le Bénin et 10 pays créent le réseau African Delivery Unite. L'information est du quotidien L'Économiste. À en croire le journal, cette plateforme continentale a pour mission d'annoncer de façon périodique les résultats et réflexions sur les solutions innovantes mises en œuvre dans le cadre de la transformation de l'Afrique. Fin de cette revue économique sur la chaîne de développement BB24. Merci de l'avoir suivi. Agréable semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain. Merci à vous, Enoch Mpouati. À présent, le décryptage. Après la disqualification du tournoi de l'UFOA B pour tricherie sur l'âge, comptons pour les éliminatoires de la CAN U17 2019, le Bénin vient une fois encore d'essuyer une grosse sanction. Et cette fois-ci, c'est chez les U20. Une suspension de 2 ans de toutes les compétitions de l'UFOA assortie de 29 millions de francs CFA. Mais pourquoi donc le Bénin est-il toujours dans les nasses de ces sanctions? On en parle avec 2 confrères ce matin. Je suis avec Herman Amégan, vous êtes journaliste sportif. Bonjour Herman. Bonjour Ulaïus et bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, merci. À vos côtés, Corneille Gohonou. Corneille, bonjour. Bonjour à vous Ulaïus et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste sportif également. Très bien. Merci à vous. Alors, une nouvelle sanction pour le Bénin, le football béninois qui chaque fois se retrouve dans une impasse. Comment cela peut-il se comprendre? C'est un problème difficile à comprendre. Alors, par rapport à cette suspension, il faudrait éclairer ceux qui nous suivent actuellement pour mieux appréhender le véritable problème, c'est-à-dire comprendre réellement la situation. C'est quoi la situation? Le Bénin est appelé à participer à un tournoi qui regroupe tous les pays de la sous-région. Et dans ces conditions, il y a des préalables, il y a des dispositions à prendre. Alors, à la veille de la compétition, il y a une note de l'UFOA, notamment au niveau du secrétaire général, à Kamalan, qui a averti toutes les équipes de bien gérer l'âge au niveau des différents joueurs pour pouvoir éviter des tricheries, qu'il y aura des contrôles sur le terrain. Et dans ces conditions,
Et on dit souvent le chat échaudé craint l'eau froide. Le Bénin était déjà avec l'affaire dénommée Écureuil Kadegate. Donc le secrétaire général de la Fédération béninoise de foot a répondu automatiquement. Alors, vu dans ces conditions, sur les joueurs sélectionnés, il y a des joueurs qui ont de petits problèmes liés à l'âge. Alors, dans ces conditions, que faire? Il faut simplement retirer le Bénin. Et quelques jours après, l'UFOA, par le biais de son même secrétaire, a dit non, c'était juste pour voir s'il y a des pays qui ne sont pas aptes pour dissuader les uns les autres, pour pouvoir être en règle vis-à-vis de l'UFOA. Alors, dans ces conditions... Alors, vous insinuez que l'UFOA serait dans un jeu trouble? Oui, non, vous allez mieux comprendre la situation. Lorsqu'ils ont envoyé cette note, le Bénin et le même secrétaire a repris encore une note où ils ont estimé que désormais l'UFOA a déclaré et que toutes les dispositions sont prises désormais et que les joueurs béninois peuvent participer à la compétition. Dans ces conditions, on était sûr que le Bénin allait participer donc à cette compétition. Vous n'êtes pas, nous sommes dans un état, et quand on parle de fédération, il y a le ministère des Sports. Et tout était fait prêt pour que le Bénin aille donc, au niveau de cette compétition. Mais finalement, la décision est venue du sommet. Le ministre des Sports a pris ses responsabilités. Et là, et quand on analyse le sujet, quand on analyse le cas béninois, on peut se poser 1000 et 1000 questions. Alors, la fédération a pris la responsabilité d'engager l'équipe et le ministère a refusé. Et dans ces conditions, le ministre Ozar Demeki, en tant que bon père de famille, surtout qui a eu cette affaire, ne veut pas prendre les risques. Maintenant, si éventuellement au niveau des catégories d'âge, on connaît le Bénin, on a dit dans ce pays, on est parti au tournoi des cadets, il y a eu au moins 10 joueurs. Donc le ministre a était en train d'éviter au Bénin une autre humiliation dans cette affaire. Maintenant, voilà le sujet, voilà la situation. On va payer combien? 29 millions. Et ce qui, moi, personnellement, m'écoeure dans cette affaire, c'est pas seulement le Bénin qui n'était pas présent. On va y arriver. D'abord, on va arriver aux autres nations qui n'étaient pas présentes. Mais revenons un peu à la situation du Bénin. C'est-à-dire que le Bénin, depuis quelques années, subit des sanctions sur des sanctions. Alors, on se demande, mais comment est-ce que, ou plutôt à quel moment, est-ce que le football béninois va décoller quand on subit ça à chaque fois, Eman? Non, mais écoutez, le Bénin n'a pas inventé le football. Le Bénin est signataire ou du moins affilié à des instances fêtières, que ce soit à la FIFA, que ce soit à la CAF. Maintenant, il y a de ces instances sous-régionales comme l'UFOA qui organisent des compétitions. Et donc, le Bénin étant affilié donc, à ces organisations sous-régionales est tenu de respecter les règles qui régissent cette institution. Et donc, partant de ce principe, dès lors que vous êtes affilié à une organisation et que vous ne respectez pas les principes, souffrez qu'on vous sanctionne. Maintenant, dans le cas d'espèce, déjà, quand on dit que le Bénin est sanctionné et que le Bénin va payer 29 millions d'amende, enfin 29 millions de francs CFA à l'UFOA, en tant que Béninois, vous êtes scandalisé. En tant que Béninois, vous êtes révolté. Parce que vous vous dites 29 millions qu'on ira donner gratuitement à une institution, alors qu'au plan local, il y a une crise économique qui ne dit pas son nom. Le panier de la ménagère est vide. Avec 29 millions, on a construit. Vide, mais quand même... En tout cas, avec 29 millions de francs CFA, on a déjà construit des modules de salle de classe. On a déjà construit peut-être une route quelque part. On a renforcé déjà les classes sportives. On a peut-être drainé de l'eau potable quelque part au fin fond du Bénin. Donc, lorsque vous regardez ce que vous pouvez faire avec 29 millions, vous êtes révolté. Maintenant, lorsque vous analysez la situation avec parcimonie, lorsque vous jetez un regard rétrospectif sur la situation, vous vous rendez compte que c'est juste le salaire de notre, je ne vais pas parler de mauvaise organisation, mais le Bénin a été une fois déjà suspendu au niveau des cadets. Ouais. Donc pour ce tournoi, on devrait se rassurer, on devrait s'assurer que les joueurs sont dans l'âge requis, parce que c'est un tournoi des U20. On devrait s'assurer que les joueurs sont dans l'âge requis pour ne pas essuyer une autre humiliation au plan international. Mais n'est-ce pas à cause de cela que le ministre a demandé vous savez, d'abord, il y a eu un rétropédalage. Le Bénin devrait s'engager dans le tournoi. On est même allé jusqu'à jouer un match amical face au Togo. Oui.
On est revenu. Le FOA sort sa fameuse décision sur laquelle il y aura un test IRM. 24 heures plus tard, on dit non, c'était à titre dissuasif. Et entre-temps, la fédération avait suspendu la participation du Bénin à la compétition, arguant le fait qu'ils n'ont pas pu inscrire les joueurs sur la plateforme. Parce qu'il y avait, dit-il, donc le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, des joueurs qui étaient nés dans l'âge requis, mais dans le, je vais dire... sur la plateforme d'inscription. Qui n'arrivaient pas à inscrire les joueurs sur la plateforme alors que les joueurs avaient, je vais dire, respectaient les critères. Et donc, ils n'avaient pu enregistrer que 14 joueurs et par conséquent, qu'ils ne peuvent plus participer à la compétition. 24 heures plus tard, le secrétaire général dit, écoutez, le communiqué sur le test IRM, c'était à titre dissuasif. Et le Bénin dit, bon, ok, on va encore participer. Entre-temps, on a pu enregistrer 17 joueurs sur la plateforme. Donc, tout ça semblait un jeu flou. Et le ministre, ne voulant pas essuyer un autre revers à l'international, parce qu'il faudra le rappeler, les sélections nationales sont du ressort de l'État. C'est l'État qui s'occupe des sélections nationales. Et donc, le ministre, ne voulant pas essuyer un autre revers sur le plan international, ce qu'on peut comprendre, parce qu'on va sur... Si, entre-temps, on participait au tournoi et qu'il y avait des répercussions négatives, c'est-à-dire qu'on est étiqueté une nouvelle fois comme les plus gros tricheurs, c'est l'image du Bénin qui se retrouve encore écornée. Donc, il a pris ses responsabilités, il a retiré le Bénin donc, de la compétition, on assume les conséquences, on paye les 29 millions et on passe à autre chose, on se tait. Et prochainement... Si vous le permettez, je vais rapidement dire, Herman tout à l'heure, dans son développement, a évoqué une portion de phrase où il estimait que le Bénin avait intérêt à respecter les critères de l'UFOA en la matière. Lorsqu'on analyse la situation, je me demande si Herman est parti voir si l'UFOA a un règlement en bonne et due forme pour le tournoi. Alors, mais si à la base, si à la base il est dit que vous devez faire des tests IRM, il a évoqué, c'est la malorganisation. Et en la matière, il n'y a pas de génération spontanée. Lorsque vous prenez par exemple le football béninois, on vous dit de sortir la liste peut-être de 20 joueurs ou de 100 joueurs actuellement qui sont peut-être entre 20 ans et 17 ans. On va faire recours à l'ancien système. Et c'est ça. Quand on parle de l'ancien système, on a eu au niveau de la fédération Jérôme Charafou. Donc c'est pratiquement les joueurs qu'on connaissait. Et quand on prend l'actuelle fédération, Mathurin Deschacus, on est obligé de collaborer, de travailler avec toutes les personnes qui entre-temps avaient servi la fédération. Et quand on prend par exemple l'entraîneur de Mathias Deguenon, on ne peut pas prendre une autre personne. Et lorsqu'on prend l'entraîneur, il est obligé de dire « Ah ». Et quand on prend au niveau de cette catégorie d'âge, on a des joueurs, on doit faire ci, on doit faire ça. On doit dire que c'est un système. Et lorsque vous prenez, chaque maillon de la chaîne est impliqué. Maintenant, par rapport à cette décision où Herman demande de payer, moi je suis foncièrement contre la décision. Comment payer comment on ne devrait pas payer. On ne devrait. Comment payer? Mais si on ne paye pas, on n'ira plus à aucune compétition. Nous sommes dans une zone effectivement. Le tournoi apporte concrètement quoi? Non, mais alors non, Emma, on va pas soigner. Non, si vous le permettez, on ne va pas. On dit combien de millions? 29 millions. 29 millions, c'est énorme. Alors là, moi j'attends. Mais on s'est engagé dans une. J'attends fermement les dirigeants. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et quand il y a une situation pareille, outre la diplomatie, on va voir les lobbies. Comment chacun. Non, mais ce lobbying devait être fait à l'amont, c'est pas après la sanction. Quand on prend le règlement au niveau de cette compétition, au niveau des hommes, on n'a pas trouvé de règlement. Mais au niveau des c'est pas la même chose. On dit, lorsqu'un pays veut participer à cette compétition, et si le pays, peu importe les conditions, c'est tout comme pour une raison quelconque. Une raison quelconque. Vous disiez tout à l'heure d'expliquer d'abord le cas du Bénin, mais je suis obligé de donner les autres exemples pour qu'on puisse. Lorsque vous avez un enfant, et votre enfant est en terminale, et l'enfant va au bac, et dit, il n'y a pas de frais de dépôt de dossier, il n'y a pas de frais de TD. Le directeur dit, ok, malgré ça, l'enfant peut venir, on va gérer. Au même moment, je suppose, Herman aussi un enfant, et l'enfant n'a pas sa pièce d'identité à jour. Et l'enfant peut-être a dit, j'ai falsifié, il y a un petit problème. Le directeur dit, non, le problème ne se pose pas, viens, on va gérer. Et immédiatement, Herman dit à l'enfant, tu vas composer. Au même moment, il y a encore une autre composition qui est bien différente du bac. Il dit, mais je préfère aller
de l'autre côté, c'est exactement la même situation chez le Bénin. Le facteur commun, c'est que son enfant n'est pas parti composer. Moi, mon enfant n'est pas parti composer. Mais alors, comment dans ces conditions, l'on prenne, et comment dans ces conditions, on va dire, on prend tel pays, on prend X ou Y, on sanctionne. Le règlement est clair. Il faut respecter le règlement. Oui, allez-y. Le règlement est pour une raison. Non, pour une raison quelconque est différent de pour une quelconque raison. On est d'accord. Oui. Vous savez, si on va interroger la sémantique, pour une raison quelconque. On quitte le champ du sport là. Non, pour une raison quelconque, cela voudra dire une raison banale. Non, pour une raison banale. Non. Pour une raison quelconque, cela veut dire pour une raison banale. Maintenant, pour une quelconque raison, cela veut dire pour toute raison, si un pays arrive pour toute raison à se retirer de la compétition, alors qu'on n'est pas dans ce cas, on est pour une raison quelconque, c'est-à-dire pour une raison banale. Maintenant, pour en revenir au fait, l'obéissance à la règle qu'on s'est prescrite est liberté. Tout à fait. Vous avez accepté de vous affilier à l'UFOA, personne n'a forcé personne à intégrer l'UFOA. Et donc, dès lors que vous êtes fautif, d'accord, et qu'on vous sanctionne, vous acceptez les sanctions, vous payez les amendes. Maintenant, si vous faites un lobby et que ça marche pour vous, c'est tant mieux. Vous savez que prochainement, vous saurez les actes à poser pour ne plus désormais tomber dans les mailles donc, de nouvelles sanctions. Donc, pour moi, on ne va pas sonner à la révolte, on ne va pas sonner à la rébellion pour dire non, le Bénin ne va pas payer parce que. J'ai jamais dit. Pour vous, le Bénin ne devrait pas payer. Et qu'on doit tout faire pour résoudre d'un temps soit un peu quand même, pour revoir cette sanction. Oui, mais il est clair que nous avons souscrit. Vous permettez, Corneille, il est clair que nous avons souscrit un règlement. Et si nous avons souscrit un règlement, on se doit de respecter le règlement. C'est ça, c'est clair. Alors, mais on va plus loin parce que le Bénin a également essuyé une nouvelle sanction par rapport au match Bénin-Algérie. C'est dans deux contextes différents. Oui, différents, mais on continue dans le débat. Évoluons dans le débat, il est clair. On laisse les catégories d'âge, on ne laisse pas les catégories d'âge. Le Bénin a souscrit à un règlement de l'UEFOA et donc le Bénin se sent obligé aujourd'hui de payer cette sanction. Je n'en disconviens pas, mais quand mon ami Eman, dans son développement tout à l'heure, disait que dans ces conditions, on dit quelconque raison. Donc, juste là encore, une raison quelconque. Et quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, au lieu de venir à ce tournoi, a préféré la CAN Beach Soccer, où la fédération a dépensé, a estimé. Lorsque vous prenez l'autre compétition, c'est 77 millions. Et pour l'UFOA, ils ont estimé l'UFOA, pour les billets d'avion, ça fait 25 millions. Et pour les frais liés au petit tout, ça fait 15 millions. La Côte d'Ivoire s'est retirée, mais savons-nous les dispositions que la Côte d'Ivoire a prises en amont? C'est là le problème. Les dispositions, ça voudra dire, il y a quelque chose qui n'est pas forcément, qui n'a pas été dévoilé dans cette affaire. Les Ivoiriens ont été... Alors, non, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a des choses, il y a des points d'ombre dans cette affaire. Et qu'est-ce que les nôtres ont avancé comme argument? Parce que les deux pays... L'argument est clair, c'est qu'on n'a pas pu enregistrer tous les joueurs. Mais la CAF, pas la CAF, l'UFOA a accepté. Oui, mais malgré cette acceptation, le ministre a décidé de retirer. C'est en toute bonne responsabilité. Sûrement à cause donc, de l'affaire Écureuil Cadet. Donc voilà un peu. Alors justement, je disais qu'on allait brièvement parler du match Algérie-Bénin, où le Bénin a également subi 10 millions de francs CFA, une nouvelle sanction. Bien sûr, pour mal-organisation. C'est selon donc, le rapport du fameux commissaire au match de la rencontre qui a donc énuméré certains incidents qui auraient émaillé la rencontre. C'est une nouvelle fois les caisses de l'État qui saignent. Je crois qu'on sera assez responsable prochainement, qu'on sera assez républicain prochainement pour organiser les choses selon l'orthodoxie en la matière. Mais au-delà, c'est quand même plutôt une bonne chose qu'on soit sanctionné. Ça nous permet de réformer notre football. Non, mais écoutez, les sanctions, là, on est en train de parler de sanctions financières. On est en train de parler de sanctions financières. Ce n'est pas des sanctions administratives. On n'est pas peut-être sous le coup d'une sanction de peut-être 5 ans qui nous disqualifie de toute compétition. Mais là, ce sont des sanctions financières. Et donc, ce sont les caisses de l'État qui saignent. On estime aujourd'hui, en tout cas le Béninois aujourd'hui, Landa, estime qu'avec ces sous qu'on ira payer à ces instances qui sont déjà, je vais dire, des vaches à lait parce
parce que ces instances-là ont suffisamment d'argent, on ira encore payer nos maigres ressources à ces instances, alors que sur le plan local, on peut mieux faire avec ces ressources. Il y a le championnat national de football à sponsoriser, qui n'a pas, enfin, les sponsors sont en train de faire le pas, mais il y a le championnat de football à sponsoriser. Il y a tellement de choses à faire que lorsque vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on va donner 29 millions à l'UFOAP, 10 millions à la Confédération africaine de football, vous vous dites, mais écoutez, vous êtes scandalisé. Alors, pour finir, Ulva, on va exhorter nos autorités, nos dirigeants à faire les choses selon leur orthodoxie en la matière, parce que les instances fêtières du football, c'est une machine à broyer. Soit vous êtes dans le système et vous respectez les normes, ou vous ne respectez pas les normes et vous essuyez les sanctions. Vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord. Quand le président Njoro était là, on a évité certaines choses. Donc, je trouve pleinement raison à ceux qui estiment qu'il faut être dans le circuit, qu'il faut maîtriser des choses. Alors, quand vous prenez le match, on a vu Pavaza nous a donné 10 minutes d'arrêt. Mais le commissaire au match n'a pas été tendre. Quand on prend en vous avez 30 secondes. Quand on prend en général ce qui a été dit, on pouvait simplement l'éviter. Et voilà, la décision est sortie. On est obligé de prendre et d'accepter. Maintenant, éviter, il faut tout faire pour rentrer. La fois dernière, Gianni Infantino est venu au Bénin. Ça voudrait simplement dire qu'il faut maîtriser les rouages. Et quand on parle du foot, c'est une affaire de connaissance. Merci à vous, et on oublie Corneille. Que le patron du africain, c'est un Algérien, donc comprenez. Merci beaucoup, Corneille. Merci, Eman, également. Les discussions étaient très houleuses. Merci pour votre participation de ce matin. Je vous retrouve probablement prochainement pour une autre émission du genre. Un plaisir. Merci beaucoup. Je avec plaisir également. Place à présent au dossier de la semaine. Le Bénin fait des merveilles dans le domaine de l'investissement et de la création des entreprises. Je le disais, 22 000 entreprises créées en 2018 avec une croissance observée depuis 2016 de 12 à 15% chaque année. Des chiffres qui font donc du Bénin l'un des pays où la création d'entreprises est le plus simplifiée. Restez en place, nous allons en discuter tout à l'heure, mais juste après cet élément. Nous avons constaté que ces derniers mois, ces dernières années, particulièrement au Bénin, il y a un fort taux d'échec des startups, un fort taux d'échec de ceux-là des aspirants, des primo-entrepreneurs. Également, il y a une condensation sectorielle, sans que ces jeunes-là apportent une innovation, que ce soit en matière de packaging, que ce soit en matière de qualité du produit, il n'y a rien de tout ça. Donc, on a constaté que c'est par manque de risque. Et également, l'incapacité d'innover que nos jeunes aujourd'hui rentrent dans ce suivisme-là. Et également, on a constaté que les incubateurs, les organisations qui sont dans la croissance aujourd'hui sont concentrées à Cotonou. Et donc, ce programme permet en fait d'élargir et de permettre à ces jeunes-là qui sont à l'intérieur du pays, à 600 km de Cotonou, à 700 km de Cotonou, de s'approprier également de ces outils-là, se déplacer pour aller vers eux, leur donner des formations de renforcement pour pouvoir leur permettre de minimiser le risque d'échec qu'ils rencontrent souvent au sein de leur entreprise, ou du moins qu'ils rencontrent lors du démarrage de leur entreprise. Donc c'est l'objectif global de ce manuel qui est une composante afin de lui permettre de mieux se lancer pour ces primo-entrepreneurs et également pour ceux qui sont déjà en entreprise, s'ils doivent lancer des projets de croissance au sein de leur entreprise, savoir sur quelle base aller, quels sont les piliers sur lesquels ils vont partir afin de pouvoir mieux gérer les services, mieux gérer les produits au sein de leur entreprise. On parle donc création d'entreprises, réformes et facilités offertes aux investisseurs. Et nous recevons ce matin Laurent Gangbé, il est directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Bonjour Monsieur Gangbé. Bonjour M. Balgoun. Alors on le disait tout à l'heure, 22 000 entreprises créées en 2018. Comment cela a-t-il pu être possible? Si vous le permettez, je vais juste corriger un petit peu. Oui. Il y a eu exactement au 31 décembre 2018, 25 566 entreprises qui ont été créées dans notre pays. 25 566 entreprises qui ont été créées dans notre pays. Comment c'est possible ça? Alors c'est possible parce que le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs pour favoriser la création d'entreprises dans notre pays. Alors le gouvernement a souhaité
simplifier les procédures de création. Vous savez qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise au Bénin, lorsque c'est une entreprise personne physique, il faut simplement 10 000 francs CFA pour pouvoir créer cette entreprise. 10 000 francs CFA. CFA. Pour créer les entreprises sociétés, il faut aujourd'hui 17 000 francs CFA pour créer l'entreprise. C'est totalement allégé. C'est complètement allégé et c'est complètement simplifié. Vous savez, aujourd'hui, pour créer une entreprise au Bénin, il faut au maximum 2 heures. Alors qu'auparavant, il fallait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, avec quelques difficultés pour les créateurs d'entreprises, notamment au niveau de la mise en place en fait, des documents nécessaires pour cette création. Nous avons complètement allégé le processus de création. Nous avons mis en place également dans notre pays un certain nombre de réformes qui ont permis en fait aux investisseurs de se sentir bien et de considérer que ce pays était un pays aujourd'hui devenu complètement pro-business. Alors on va revenir aux réformes tout à l'heure, mais dites-moi, ces 25 566 entreprises sont-elles uniquement des entreprises béninoises? Ce sont, vous savez, en droit, lorsqu'on crée une entreprise au Bénin, ce sont les entreprises de droit béninois. Après, lorsque l'actionnaire majoritaire de l'entreprise est étranger, c'est toujours des entreprises de droit béninois. Alors, ce qu'on peut remarquer, nous remarquons 2 choses. Un engouement certain à la création d'entreprises dans le pays. Il y a une fièvre au Bénin aujourd'hui pour créer son entreprise. Et nous voyons également des étrangers venir dans ce pays, prospecter le Bénin, venir nous voir, nous poser un certain nombre de questions. Et nous, notre rôle, c'est de les convaincre de ne plus aller prospecter ailleurs, mais de venir dans notre pays. Parce que tout est fait pour les accueillir. Alors justement, vous le dites, tout est fait pour les accueillir. Quelles sont donc ces réformes qui ont été mises en place? Vous savez, pour créer une entreprise au Bénin, auparavant, je prends juste quelques exemples, il fallait obligatoirement être assisté d'un notaire. Aujourd'hui, le recours au notaire n'est plus obligatoire. Deuxièmement, il fallait un capital minimum. Pour créer une société, il fallait un capital minimum de 1 million de francs CFA. Nous avons supprimé cette obligation du capital minimum. Troisièmement, c'est un autre exemple, nous avons mis en place un certain nombre de réformes juridiques qui permettent aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le code du travail, le code foncier, qui permet aujourd'hui aux investisseurs de se sentir bien dans ce pays et de ne pas avoir la contrainte de ne pas pouvoir, lorsqu'ils investissent dans ce pays, de ne pas avoir de difficultés, notamment en matière de recours à la main-d'œuvre béninoise. Et donc, c'est un ensemble de réformes qui aujourd'hui font que les investisseurs se disent c'est un pays où il fait bon d'investir, même si le marché que vont attaquer ces investisseurs, que vont attaquer ces Béninois qui créent leur entreprise, n'est pas forcément le marché local, n'est pas forcément le marché des 11 millions de Béninois, mais ils considèrent que le Bénin, c'est la porte d'entrée de l'investissement dans cette région de l'Afrique, et le marché potentiel est de 300 millions d'individus. Et c'est la raison pour laquelle... à côté du Nigeria. Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils viennent ici pour viser les marchés aux alentours. Bien évidemment, les marchés béninois, mais dans leur calcul, ce n'est pas ce marché qui est le prioritaire. Et donc, on sent cet engouement, on sent cette volonté. La preuve, c'est très simple. Lorsque vous allez au GUF, vous voyez tous les matins, il y a la queue. Bon, j'ai mis un terme parce que, auparavant, on ouvrait de 8h à 10h, et donc il y avait du monde. Alors donc, nous avons pris un certain nombre de mesures d'ordre administratif pour ouvrir de 8h à 17h. Et sans coupure méridienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous allez, c'est beaucoup plus agréable. Les gens ne sont pas obligés de s'agglutiner aux portes du GUF le matin tôt, mais ils peuvent toute la journée venir, déposer leur dossier, prendre des conseils et créer leur entreprise en 2 heures maximum. Alors justement, vous êtes le directeur général de l'APIEX. Quel est le rôle de l'APIEX dans tout ce imbroglio? Alors, le rôle de l'APIEX, il est très simple. C'est le bras armé du gouvernement en matière d'investissement dans ce pays. Comment ça le se gouvernement passe? prend des mesures, mais il faut que ces mesures se traduisent concrètement sur le terrain. Et donc, le président de la République a souhaité qu'il y ait
une relation directe entre les décisions qui sont prises par le gouvernement et la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. Aujourd'hui, le rôle de la pièce, c'est d'aller chercher les entreprises, d'aller les chercher, de les aider à s'installer, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils fassent leur business, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils créent de la valeur et qu'ils recrutent nos jeunes femmes, hommes. Locale. Exactement. C'est notre rôle. Nous vivons qu'avec ça. Notre rôle au quotidien, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de jeunes qui créent leur entreprise, de moins jeunes qui créent leur entreprise, d'investisseurs étrangers qui viennent dans notre pays et qui considèrent que c'est au Bénin qu'il faut venir. Pas dans les pays à côté, c'est au Bénin que ça se passe aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui, quels sont les secteurs d'investissement, on va dire, bénéfiques pour un entrepreneur? Alors, vous savez, nous avons remarqué à l'analyse des chiffres de création, nous avons remarqué que beaucoup d'entreprises qui étaient dans le secteur informel se sont formalisées. C'est un phénomène qui est extraordinaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent des boutiques et se formalisent parce qu'il y a une autre partie de la réforme qui a consisté à ouvrir la possibilité d'accéder au marché public, aux entreprises, personnes physiques. Vous n'êtes pas obligé d'être une société aujourd'hui pour postuler, pour avoir un agrément au niveau, en fait, des marchés publics. Donc, cette disposition a quand même favorisé et accéléré la volonté des jeunes ou des moins jeunes d'ouvrir et de s'enregistrer et de tenir, en fait, un registre du commerce. Alors aujourd'hui, on sait que le numérique est un secteur qui est très porteur. Il y a des jeunes qui investissent ce domaine avec des startups qui sont créées presque au quotidien. Avons-nous une idée aujourd'hui du nombre de startups créées? Avons-nous aujourd'hui une idée, ou plutôt l'APIEX accompagne ces jeunes startups-là à rechercher le financement? Alors ce que nous faisons, par définition, celui qui crée une startup, il ne s'embarrasse pas beaucoup de toutes les formalités administratives. Ce sont des gens qui ont envie, qui ont une idée, qui veulent créer de la valeur et qui sont complètement plongés dans la réalisation, en fait, de leur activité. Le rôle de l'APIEX, c'est d'aller les chercher et de leur dire, vous avez la possibilité de développer votre business, de développer votre activité. Nous avons la possibilité de vous mettre en contact avec d'autres entreprises qui vont être intéressées par vos produits. Enregistrez-vous. Et vous aurez cette possibilité d'être en contact avec les autres entreprises. Vous savez, dans notre pays, il y a un sujet qui est important, qui est la sous-traitance. Nous faisons venir beaucoup d'entreprises, beaucoup de grosses entreprises. Mais ces grosses entreprises veulent se limiter, en fait, à leur cœur de business, à leur cœur d'activité. Et donc, ces entreprises ont besoin, en fait, de sous-traitants. Ils ont besoin d'avoir, en fait, des petites sociétés qui, dans le domaine de la logistique, qui, dans le domaine du transport, qui, dans le domaine du développement informatique, qui, dans le domaine, en fait, des petites startups qui sont capables, en fait, de créer des applications, ils ont besoin de tout ça. Et donc, si vous n'êtes pas créé, si vous n'êtes pas un registre de commerce, vous aurez du mal, en fait, à accéder à ces marchés-là. Et donc, c'est ce phénomène qui est en train de se mettre en place aujourd'hui au Bénin. Il y a des entreprises qui se créent, qui ont besoin, en fait, de sous-traitants. Et ces sous-traitants, et je rejoins votre question sur, en fait, les startups, sur les jeunes qui créent leur activité. Et je leur dis, venez vous formaliser et vous allez avoir accès, en fait, à vos rêves. Vous allez avoir accès, en fait, à toutes les entreprises qui ont besoin, en fait, de vos compétences. Et donc, c'est le travail que nous faisons. Mais l'autre chose qui n'est pas très visible, c'est que ces entreprises, en se formalisant, sont obligées de payer des taxes. Bien évidemment. Vous savez, on le fait, et c'est ce qui est remarquable dans ce que je suis en train de dire, 25 566 entreprises qui connaissent leurs droits et qui savent très bien qu'ils vont payer la TPS, au minimum 400 000 francs CFA, et qui, quand même, se créent. Ça veut dire que l'espérance de gain est beaucoup plus importante que la certitude d'avoir à payer au minimum 400 000 francs CFA d'impôts. Donc, c'est pour montrer qu'il se passe quelque chose dans notre pays. Il se passe un engouement. Vous savez, lorsqu'on passe de 2017-2018, il y a plus de 25% d'augmentation de création d'entreprises. C'est un phénomène qu'il faut analyser. Il faut prendre un peu de recul et analyser ça. Mais en grande partie, c'est quand même lié au climat général qu'on ressent. Lorsqu'on interroge les jeunes qui viennent ou des entreprises qui viennent pour dire
moi je veux créer ma société, lorsqu'on leur dit, mais pourquoi vous venez au Bénin? Pourquoi? Ils disent, mais il y a la sécurité dans ce pays. Tout à fait. Et lorsque on a fait le tour, on a été au Sénégal, on a été en Côte d'Ivoire, on a été au Togo, on a été en Mauritanie, l'évidence qui a sauté à nos yeux, c'est le Bénin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et nous, bien évidemment, c'est notre pays. Nous surfons sur tout ça. Ouais. Nous avons également une approche opportuniste et nous faisons tout pour leur dire que c'est au Bénin que ça se passe. Au Bénin, dans les 10-20 prochaines années, c'est ici que ça se passe. Si vous vous implantez ici, vous allez consolider votre situation et vous pourrez après plonger dans toute cette sous-région. Ouais. Et c'est notre travail au quotidien. Et tous mes collaborateurs, tous les jours, je les motive à bien accueillir en fait les investisseurs, à leur donner les meilleurs conseils. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous créez votre société dans l'année, vous payez exactement, lorsque vous la créez en décembre, vous allez payer exactement la même taxe que si vous l'avez créée en fait en février 2018. Oui. Et pourtant, en décembre, il y a eu des créations d'entreprises. Même si nous mettons à la disposition des créateurs le fait qu'en leur disant, attention, si vous créez là, vous devez quand même payer en fait la TPS à minima. Ouais. Et donc, mais ils créent quand même. Ça veut dire que l'espérance de gain, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un optimisme dans le pays en matière de business. Ces entreprises qui sont créées, avez-vous une idée de leur viabilité? Vous savez, lorsque les entreprises se créent, nous n'avons pas, parce que c'est la chambre, c'est au niveau en fait la chambre de commerce, et également au niveau du ministère de la Justice. Ouais. Lorsque vous ne voulez plus exercer, vous pouvez fermer votre entreprise. Tout à fait. Nous sommes en train d'élaborer en fait un dispositif avec le ministère de la Justice pour avoir en fait toutes les cessations d'activité, de manière à avoir en fait des statistiques beaucoup plus justes et de manière à nous renseigner sur qu'est-ce qui pousse en fait les entreprises à fermer de manière à pouvoir agir. Vous savez, le gouvernement a quand même mis en place, le gouvernement a une approche très globale, il y a une stratégie globale. Le gouvernement a quand même mis en place en fait la banque des PME pour permettre justement aux jeunes créateurs, aux jeunes de pouvoir emprunter de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, on emprunte de l'argent lorsque vous avez la chance de pouvoir emprunter à 12-13%. Oui, il faut avoir des garanties. Il faut avoir des garanties. Oui. Et vous savez, si vous empruntez à 12-13%, il faut que la marge que vous allez dégager soit à peu près à 25%. Donc, tous ces éléments-là ont conduit le gouvernement à mettre en place un certain nombre de dispositifs qui va permettre en fait aux entreprises de pouvoir limiter en fait les difficultés pour créer les entreprises. Et donc, nous espérons que tout cela sera rapidement opérationnel pour qu'on continue à croître en matière de création d'entreprises et que le Bénin devienne le modèle, je ne dis pas en Afrique de l'Ouest, mais dans toute l'Afrique, à l'instar des modèles qu'il y a eu au Rwanda, en Éthiopie, le Bénin soit le cœur de l'Afrique en matière de business. Alors, une petite question pour finir. Je suis étranger et j'ai bien envie d'investir au Bénin. J'ai besoin de me déplacer vers le Bénin pour le faire? Vous n'êtes pas obligé. Il y a deux choses. Soit vous pouvez créer votre entreprise. Lorsque c'est une entreprise personne physique, vous pouvez la créer en ligne. Aucune difficulté. On la crée en ligne comment? Vous allez sur le site de la PIEX et vous pouvez créer votre entreprise en ligne parce que les formalités pour créer une entreprise personne physique sont limitées. En ce qui concerne en fait la création d'entreprise personne société, en termes de société, nous sommes en train de mettre en place en fait le dispositif avec la Chambre de commerce, avec le ministère de la Justice, avec le ministère des Finances, avec un certain nombre en fait d'administrations pour permettre beaucoup plus facilement la création en ligne de sociétés. Déjà, nous sommes à 2 heures de création, record mondial en matière de création, et nous allons aller encore plus loin pour que le Bénin soit un exemple dans le monde. Merci à vous, Monsieur Laurent Gangbert. Vous êtes directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Et avec vous, le Bénin est sur la bonne voie en termes de création d'entreprises. J'en suis persuadé. Merci beaucoup. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche 27 décembre 2019. L'émission est à suivre tous les dimanches à 11 h, mais également sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Quant à moi, je vous dis à bientôt.